Bienvenue à tous. Il y a 5 ans, le monde entier s'engageait dans une lutte implacable contre le coronavirus. La pandémie aura provoqué des centaines de milliers de morts sur la planète. Au Togo, la riposte s'est appuyée sur les travaux d'un conseil scientifique présidé par Didier Koumavi Ekwevi, l'éminent professeur titulaire de santé publique et chef du département de santé publique de l'université de Lomé, porte un regard croisé sur la lutte contre la Covid-19 au Togo. Il nous livre son témoignage dans cet ouvrage au front, paru aux presses universitaires de Lomé. Il est notre invité sur ce plateau, professeur Ekwevi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous l'honneur, merci pour l'invitation et puis pour ces moments de partage. Professeur, en avril 2020, vous êtes nommé président du conseil scientifique par le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé. Ce jour-là, quel sentiment vous animait-il alors que le monde entier faisait face à la Covid-19 ? Donc c'est d'abord un sentiment de fierté, de par le parcours qu'on a pu avoir, de se dire que parmi toutes les personnalités qu'il y a au Togo, vous avez été désigné pour prendre une telle responsabilité. Et pour accompagner le gouvernement, c'était donc plus un sentiment de fierté, de responsabilité qui m'avait animé à ce moment précis. Mais j'avais également le soutien quand même de l'ensemble du membre du conseil scientifique. Voilà. Et c'est sous cette casquette de président du conseil scientifique, vous allez mener cette lutte contre la Covid-19 dans votre pays, le Togo. En quoi était-il important, des années après, de nous livrer ce témoignage, ce regard croisé sur la lutte contre la Covid à travers cet ouvrage au front ? L'idée aussi de rédiger un ouvrage, il y a eu beaucoup d'hésitations. Est-ce qu'il fallait rédiger, est-ce qu'il ne fallait pas rédiger? Mais je pense quand même qu'il faut laisser une trace. C'est un devoir d'abord de mémoire et de rendre compte un peu à la population de ce qui a été fait, parce qu'il y a beaucoup de on-dit. Et donc aussi, c'était une occasion pour moi de rendre un hommage aux victimes. Il y a eu quand même 290 décès, il faut pas l'oublier. Et aussi de faire des propositions pour les prochaines pandémies. C'était important de faire une analyse de la situation, de voir les forces, de voir les faiblesses, les menaces, les opportunités, de terminer par aussi j'ai critiqué aussi un certain nombre pas de décisions, mais de certaines actions qui n'ont pas abouti, et de terminer sur des futures, les perspectives. Et donc c'était aussi important pour que les jeunes générations puissent s'en inspirer. Et lorsqu'il y aura une prochaine épidémie, qu'on ne puisse pas repartir de zéro, mais qu'on puisse s'inspirer de ce vécu et de mettre en place toutes les structures et organes nécessaires. Professeur, vous le dites, au front, comme pour emprunter cette terminologie militaire pour désigner une guerre. Oui. Et dans votre ouvrage, c'est votre professeur, Mireille David, qui vous prête pour la première fois le mot « Le pays est en guerre » et tu attends quoi ? Et tu attends une invitation pour défendre la patrie, fin de citation. Professeur, le début de cette guerre contre un ennemi invisible ? Oui, parce qu'au fait, on ne savait pas grand-chose. Donc, il y avait cette épidémie qui arrivait, et comme je l'ai retracé un peu dans la première partie de l'ouvrage, je l'ai intitulé « Une première ». J'ai essayé de décrire un peu ce qui allait arriver, un tout petit peu. Et puis après, subitement, on a eu cette épidémie, cette pandémie qui est survenue, le diagnostiqué le 5, et puis déclaré le 6. Et après, il y avait une panique générale qui s'est installée, comment il fallait s'organiser, quelle était la meilleure stratégie. Et vous savez, nous, c'est un milieu universitaire où il y a beaucoup de règles, et puis il y avait beaucoup d'anciens. Donc, je me suis donné un devoir de réserve en disant, écoutez, moi, je suis là, si on m'appelle, j'irai au front. Et comme vous l'avez dit, c'est le professeur Mireille David qui était un peu étonné de ne pas me voir aux réunions de crise et qui m'a dit, mais Didier, tu es responsable du département de santé publique, pourquoi tu ne viens pas au front? Et qu'il y avait une guerre et c'était effectivement le début d'une aventure, effectivement.
Et vous lui répondez, c'est parce que vous n'aviez pas reçu d'invitation pour aller à cette réunion. Et à la demande du gouvernement, le conseil scientifique que vous présidiez fournissait des avis sur l'état des connaissances scientifiques et vous dites, vous gardez de juger les décideurs. Avez-vous le sentiment d'avoir été suffisamment écoutés dans cette guerre? Je pense personnellement que oui. Je pense personnellement que oui. Même si on avait eu beaucoup d'appréhension au tout début, parce que le fonctionnement du Conseil est tel, on est saisi par le gouvernement pour prendre une décision sur une telle ou telle décision, la fermeture des lieux d'église, la réouverture des écoles, la réouverture de l'aéroport, qu'est-ce qu'il faut faire devant telle situation. Et donc ce qui était un peu difficile, et que j'ai voulu relater un peu dans le livre, lorsque le gouvernement vous demande un avis, c'est un avis qui est scientifique, avant tout. Donc cela veut dire c'est un avis qui fait 15, 20, 30 pages, qui est scientifique, avec des références, parce que vous ne savez pas s'il y a derrière vous un deuxième conseil qui peut évaluer cet avis. Bon, c'est une façon de parler, mais il y avait un avis scientifique. La difficulté que je vois de la part des décideurs, c'est comment transformer un avis de 30 pages en une demi-page ou en une page pour la population. Ça, c'est la difficulté majeure. Et deuxièmement, lorsqu'on donnait un avis, nous qui avons donné l'avis, on trouvait le temps long dans la prise de décision. Mais comme je l'ai dit, les décisions sont des décisions multisectorielles. Ce n'est pas parce que c'est le secteur de la santé qui a fait une proposition. Il faut aussi voir l'acceptabilité de ces mesures, les conséquences que peuvent avoir ces mesures sur le plan économique, sur le plan social et même sur le plan de la défense nationale. Donc c'est comme ça. Mais globalement, je trouve qu'on a été beaucoup écoutés. On a été reçus plusieurs fois par le chef de l'État, plusieurs fois par le Premier ministre. C'était des longues séances. Je crois globalement qu'on a été écoutés, très écoutés. Vous avez été très écoutés, mais dans votre ouvrage, vous parlez aussi des actions qui n'ont pas abouti. Où est-ce que vous pensez qu'on aurait pu mieux faire? Bon, là où je pense qu'on aurait pu mieux faire, et je l'ai un peu raconté, vous savez, lorsque la crise est survenue, on a identifié des centres de prise en charge. Dans ces centres de prise en charge, personnellement, là, j'ai un regard un peu critique. Je pense qu'on doit maintenant faire des centres de référence pour la gestion des futures pandémies. Si vous prenez le cas du CHR, si jamais nous avons encore une nouvelle crise, je ne suis pas sûr que nous avons toute l'organisation nécessaire pour pouvoir accueillir rapidement. Idem pour les centres qui ont été construits. Il y a 8 centres qui ont été construits. Est-ce que ces 8 centres sont utilisés? Est-ce que ces 8 centres sont prêts à accueillir? C'est là où j'ai demandé, dans l'ouvrage, en faisant des propositions, qu'il va falloir trouver le juste milieu pour utiliser ces centres et se préparer pour accueillir les futures pandémies. On salue aussi l'ouverture du centre qui vient d'être inauguré à Kara sur la gestion des maladies infectieuses. Mais les autres centres, il y en a 7. Moi, j'en ai visité 2 ou 3. Le centre qui est fonctionnel, c'est le centre de Noche. Mais j'ai visité le centre de Kara qui était à côté du lieu d'accident de Sarakawa. Il n'était pas fonctionnel. Et je ne sais pas s'il est toujours fonctionnel. Tous ces centres qu'on a essayé de construire, il faudrait vraiment terminer la construction de ces centres, les aménager pour les futures pandémies. Donc ça, c'était une des propositions que nous avons pu formuler. Vous avez relaté quelques-unes de vos réunions que vous teniez, que vous présidiez. Dans quelle atmosphère vous vous rencontriez en ce pic de pandémie? On se rencontrait très souvent. Hein. On se rencontrait au tout début, ça a beaucoup varié. C'est vrai, ces derniers temps, on se voit plus, mais le réseau existe toujours. On se partage les informations. Au tout début de la pandémie, je pense qu'on se rencontrait physiquement, hein, chaque 2 fois par semaine, en utilisant bien entendu en respectant les mesures barrières. Donc, il y avait plein d'avis. La difficulté de cette pandémie, c'est qu'on n'avait pas d'ouvrage de référence. Donc, il fallait apprendre sur le tas tous les jours. Savoir écouter ce qui était publié publié par les autres pairs, notamment par d'autres conseils scientifiques,
et aussi savoir analyser pour voir si ces mesures sont adaptées à la situation réelle de l'Afrique. Donc on apprenait tous les jours, c'était vraiment des discussions parfois houleuses, mais on essayait chaque fois de trouver un consensus. Donc il n'y avait pas eu une décision pour laquelle on n'était pas en harmonie, même si parfois les décisions étaient très très dures. Des décisions très dures. Alors, mener une guerre implacable contre le coronavirus, c'était aussi gérer les polémiques. Et la première qui va enfler dès le début de la crise, c'est sur le traitement pour ou contre la chloroquine. Alors, dans une interview que vous aviez accordée à l'époque à un de nos confrères, vous aviez plutôt un sentiment mitigé. Je l'ai toujours le sentiment, parce que mais je l'ai toujours, parce que la chloroquine, l'activité antivirale de la chloroquine reste à démontrer. Même si il y a eu quelques études qui montraient que ça peut avoir un effet bénéfique, c'était quand même assez discuté. Mais ce qui a entraîné un peu la réticence, et ça c'est plus scientifique, c'est la manière dont les études ont été menées. Les études n'ont pas été menées selon les règles standards. À partir de là, on a forcément un petit doute. Mais en même temps, on comprenait la position de la population. Et c'est ce que je disais. Qu'est-ce qu'un scientifique peut faire devant la pression populaire? Les gens sont convaincus que ça marche. Ils ont trouvé un héros qui est à la personne de Didier Raoult, qui porte le même nom que moi. Et voilà, donc on s'est retrouvé dans cette situation où la chloroquine a été, disons, imposée par la pression populaire. Aujourd'hui, il n'y a aucune recommandation de l'utilisation de la chloroquine, mais je suis aussi convaincu que demain, s'il y a une nouvelle pandémie, ou bien même si cette pandémie revenait, les gens, parce que dans leur imaginaire collectif, vont prendre la chloroquine. Personnellement, je trouve qu'on n'a pas suffisamment de données et toutes les études réalisées après n'ont pas montré une efficacité de la chloroquine. Et nous sommes allés beaucoup plus loin, même si on n'a pas publié ces résultats, mais je l'ai relaté dans le livre, lorsqu'on a essayé de comparer les effets de la chloroquine par rapport aux médicaments traditionnels qui ont été proposés par les tradithérapeutes du Togo. La chloroquine ne fait pas mieux que ces médicaments traditionnels. Donc ça a un effet placebo, si je peux dire, et qui permet globalement de soulager les individus qui étaient infectés par la COVID-19. Alors, professeur, si je vous avais eu sur mon plateau, je vous aurais à l'époque posé cette question. Sous quel traitement placiez-vous vos malades, vos patients? Mais aujourd'hui, je vous la pose quand même. Comment est-ce que vous avez traité les patients, alors que vous-même vous étiez un peu sceptique quant aux effets de la chloroquine? Au fait, lorsque vous avez une épidémie, il y a ce qu'on appelle des procédures. Il y a des procédures qui sont des directives pour tous les praticiens. Donc il faut dire traitement A, traitement B, traitement C. C'est comme par exemple dans le cadre de l'infection à VIH, on donne du ténofovir, puis du lamivudine, du dolutegravir, parce que c'est ça la molécule ou bien le schéma recommandé en première ligne. Dans le cas de la COVID, et comme c'est le cas même de beaucoup de pathologies virales, il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement. Il y a même les antiviraux les plus forts, il n'y a pas de traitement. Donc, c'est du paracétamol. Maintenant, on peut traiter quelques complications. Moi, personnellement, quand j'ai été malade, j'ai fait 14% d'atteinte pulmonaire, mes 2 poumons étaient touchés, j'ai été mis sous corticothérapie. Mais ça, c'est le médecin qui m'a mis sous corticothérapie et qui m'a également mis sous des antibiotiques. Et puis après, avec du paracétamol. Mais ce qu'il y a, c'est que on ne peut pas donner un traitement universel, c'est ce qu'on a voulu faire, mais il faut traiter au cas par cas en fonction des complications que les gens présentent. Et ne pas oublier aussi que certains patients vont présenter ce que je peux appeler des antécédents ou des tares, tels qu'une hypertension artérielle ou un diabète, et ce n'est pas la même manière de les traiter par rapport à des patients qui n'ont aucune symptomatologie. Et ce d'autant plus que
il y a des patients qui n'avaient rien comme signe. Et c'est ça qu'on a observé. Ils étaient infectés et puis on les traite. Voilà un peu mes observations. Vous décrivez dans votre ouvrage une période très difficile, école fermée, lieu de culte fermé, aéroport fermé, ville bouclée, activités économiques qui tournent au ralenti, tout suspendu aux avis du conseil scientifique. Avez-vous subi des pressions? Non, très sincèrement non. Très sincèrement, non. Aucune pression. Parfois, ce qui était un peu plus difficile, maintenant j'ai le recul de raconter, c'est quand vous vous retrouvez dans des situations avec des gens que vous connaissez très très bien et que vous devez prendre une décision qui est très très difficile. Et moi, je me rappelle encore de certaines décisions. La deuxième fermeture avec Monseigneur à Lyonou, c'est pas une pression que j'ai eue, mais j'ai senti que la décision était dure. Elle était dure, pas parce que c'était lui, parce qu'on fermait non seulement l'église. Recommander une fermeture d'église. En tant que chrétien, donc c'est là où vous dites, waouh, c'est pas évident de prendre une telle mesure, mais il fallait la prendre. Il fallait forcément la prendre parce que il y avait plus de place en ce moment à Kégué. Tout était saturé. Et souvent, une des questions fondamentales que l'on se pose, combien de décès aurions-nous eu si on n'avait pris aucune mesure? On n'a pas d'éléments de réponse. On n'a pas d'éléments de réponse. Mais en même temps, on est dans un monde de principe de précaution, où il faut peut-être prendre des décisions par excès, plutôt que de ne pas prendre de décisions. Et l'État aussi a la responsabilité de protéger ses citoyens. Et c'est ce qui a été fait. Mais on n'a vraiment pas eu de pression. Pas eu de pression. Et dans quelles circonstances le conseil scientifique s'est-il une fois retrouvé dans un véritable embarras quant à l'opportunité d'un avis qu'il fallait ou ne pas prendre? Non, je ne pense pas qu'on a été dans une opportunité d'embarras. J'essaie de me souvenir. Opportunité d'embarras, non. Il y a eu quelques décisions qui ont été quand même qui sont discutables. Lorsque, par exemple, on devait réouvrir les écoles. Pour réouvrir les écoles, on avait deux choix. Soit on disait aux élèves de lavage des mains systématique. Mais le lavage des mains chez les élèves, personnellement, j'aurais préféré que ce soit avec de l'eau et du savon. Pas avec des gels hydroalcooliques, parce que les enfants vont beaucoup jouer, etc. Mais on se rendait compte aussi qu'il n'y avait pas beaucoup d'écoles qui disposaient de ce système de lavage à l'eau et du savon. Ça, ce sont quand même quelques décisions qui étaient un peu dures. Après, les autres décisions sont plus d'ordre technique. C'est par rapport à la réaménagement du CHR. On aurait voulu qu'il y ait un système d'oxygénation centrale, etc. Mais c'était pas des décisions, mais c'était plutôt des avis purement techniques. Professeur, nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.